Bon, alors Paul Armand, mais il faut dire Paul Armand, il faut quand même dire Paul Armand Jette. Voilà, on s'est rencontrés il y a maintenant extrêmement longtemps, hein, vers 69, hein, et tu m'as, voilà, bon, je peux le dire que pour moi, tu es comme un oncle de là-bas, un oncle lyonnais, euh, qui m'a permis, voilà, de m'ouvrir complètement au, au domaine des sciences naturelles qui me passionnait, mais je ne faisais pas la relation entre les sciences naturelles et la poésie qui me passionnait aussi. Et grâce à toi, la frontière a été brisée. C'est comme ça d'ailleurs que je t'ai rencontré, avec la botanique. Alors, tu peux peut-être évoquer simplement, toi, ta propre petite histoire avec... Tu viens de la botanique, tu viens des sciences naturelles. Oui, J'ai des lu tes sciences premiers... naturelles Voilà. plutôt que de la botanique en particulier. Mais c'est vrai que euh, mes passions enfantines ont été certaines sciences naturelles, l'entomologie, la géologie, la minéralogie, choses comme ça qui m'ont passionné depuis, qu'est-ce que j'avais, 6 ans à ce moment-là, quand j'ai commencé. C'est d'ailleurs une petite fille avec qui je passais mes vacances qui m'a initié à cette passion. Et puis, ça s'est poursuivi durant mon adolescence, jusqu'à ma découverte de la poésie. Et à ce moment-là, j'ai été très surpris de constater qu'il y avait une barrière entre les deux. Et m'a déplu énormément. Et alors, au fur et à mesure, je me suis rendu compte qu'on avait instauré volontairement cette barrière entre les genres, c'est-à-dire qu'il y a les arts d'un côté, les sciences de l'autre. À la Renaissance encore, il y avait des ponts de passage, mais après, l'isolement s'est poursuivi et jusqu'au point où il n'y avait, et où il n'y a sans doute encore aujourd'hui, plus de communication entre les deux. Et moi, j'avais trouvé depuis longtemps, que ce que je lisais dans des traités de minéralogie, par exemple, même si je ne comprenais pas tout, et naturellement que je ne comprenais pas tout, mais j'étais sensible euh, à ce que je lisais, à la beauté des textes, la beauté des images, n'en parlons pas, parce que elle était évidente. Les scientifiques ont une manière de dessiner qui est assez extraordinaire à mes yeux, tout au moins. Et, et quand j'ai décidé en quelque sorte de basculer d'un espace à l'autre, ce n'est pas pour ça que j'ai abandonné certaines manières de voir, certaines méthodologies scientifiques. Je trouvais, et je trouve encore, qu'elles peuvent s'appliquer aussi bien dans un domaine que dans l'autre. Mais après, est-ce que tu as fait des études de sciences naturelles? Je Après le suis un, bac, après le bac. non, mais Non, je voilà. suis un amateur des sciences de la nature. Et quand je dis amateur, c'est au sens strict du mot amateur, c'est-à-dire un amateur, c'est celui qui aime. Et on n'a pas à se référer. Je m'inscris aujourd'hui uniquement dans l'espace de l'art et on a essayé de se servir de soi-disant études que j'aurais faites pour dire bah, on ne sait pas dans le fond si c'est bien intéressant ce qui bricole dans le domaine de l'art,
mais dans le domaine des sciences, il sait ce qu'il dit. Or, moi, c'est pas du tout moi qui dis ça. C'était un abruti qui était un des adjoints de Blaise Gauthier dans les années 75, quand Blaise était venu me demander si je voulais bien montrer certaines de mes recherches rue Berrier. Il était accompagné de 2 jeunes gens. Je ne vais pas les torturer en citant leurs noms, tous les deux bien abrutis et bien stupides. Et l'un a trouvé le moyen d'écrire que j'avais reçu une solide formation scientifique. Mais ça, il s'en servait comme d'une excuse. C'est-à-dire, comme les travaux que je présentais à ce moment-là, rue Berrier et dans le jardin de la rue Berrier, surprenaient ces jeunes gens et ne leur semblait pas, à leurs yeux, devoir s'inscrire dans le domaine de l'art, ils cherchaient des excuses. Donc, moi, je ne cherche pas d'excuses. Je n'ai pas besoin d'excuses. Quand j'ai demandé à Blaise Gauthier si on pouvait téléphoner à la météorologie nationale pour installer 2 stations météorologiques dans le square Berrier, dans le square Salomon de Rothschild, Blaise ne m'a pas discuté, il a décroché son téléphone, la météorologie nationale est venue, et ils ont même trouvé que c'était intéressant, que c'était une bonne idée. C'était presque une ouverture qui s'ouvrait à eux et qu'ils n'avaient jamais pu soupçonner. Donc, je refuse les références à un soi-disant savoir qui permettrait en quelque sorte de dire ce que j'ai déjà dit tout à l'heure. Bon, est-ce que c'est artistique? Bon, ça, on n'en sait rien, mais c'est au moins scientifique. Oui, mais ta première publication, vers 50, 45, oui, concerne le domaine des sciences naturelles. Oui, elle concerne Voilà. le domaine des sciences Voilà. naturelles. Elle paraît dans le bulletin Oui. de la Société linéenne de Lyon. La Société linéenne de Lyon, c'est une société scientifique, c'est une société d'amateurs. Voilà, et c'est peut-être que la légende vient de là, qu'ils ont confondu la société d'amateurs et une société scientifique. Mais c'est une société scientifique. Oui. Mais Oui. il y a des scientifiques, il y a des gens qui sont professeurs qui étaient professeurs à l'université de Lyon. Il y avait le professeur Viret, il y avait le professeur Toral, il y avait monsieur de Larenberg. C'était des gens qui avaient la chaire de paléontologie, la chaire de botanique, etc. Il y avait monsieur Schaeffer, qui était le grand spécialiste mondial des buprestides, qui était un ingénieur auprès du service de protection des végétaux. Et puis, il y avait des gens qui étaient des gens qui s'intéressaient à la botanique, à la paléontologie, Voilà. etc. Et toi, tu allais à certains de ces cours. Bien sûr. J'allais pas à ces cours, j'allais aux réunions, de cette société. Voilà. Et, voilà, je comprends la confusion. Les gens ont confondu entre aller aux réunions de la société et suivre des cours. Mais c'est ça qui devient la confusion. Il n'y a même pas besoin de poser le problème. Et par la suite, quelques années après, quand Chopin m'a demandé un texte illustratif puisqu'il publiait Coléopterenko dans un numéro de la revue Où, j'ai donné la première partie d'une étude que j'avais faite sur la faune des carabidés sur les bords du Rhône à Lyon. Si tu ouvres le numéro de... Je me souviens. de Août, tu trouveras absolument, je me souviens. Très bien. Cette reproduction. Mais ce que l'on peut dire, c'est que j'étais et je suis fasciné par certaines méthodes qui sont employées dans le domaine des sciences. Et je ne comprends pas pourquoi on ne pourrait pas employer les mêmes méthodes dans le domaine des arts. Et vice-versa. Vice-versa, absolument.
D'ailleurs, les scientifiques sont moins crétins que les artistes, c'est-à-dire qu'ils dessinent, etc. Quand la photographie apparaît, ils se mettent à tout photographier, ils s'aperçoivent que les images qu'ils obtiennent, c'est de la merde, donc ils reviennent au dessin, etc. Il y a des écrits scientifiques sur le dessin. On devrait peut-être les enseigner dans les écoles d'art. Absolument. Oui, oui, et c'est d'autant plus vrai, ce que tu dis, qu'entre, disons, le 16e et le 19e, les scientifiques étaient des gens d'une extrême culture, bon, gréco-latine souvent, et c'est vrai qu'ils étaient de véritables écrivains. Oui, moi j'aime pas la musique, mais j'adore Eric Satie. Voilà. Les écrits aussi. Ce qu'il a écrit, ses dessins, Ah oui, j'ai ses fait un pensées. hommage à Eric Voilà, je Satie. sais, j'y étais. Je sais. Ouais. Moi, j'ai édité les textes. Ouais. Et on fait la nouvelle édition qui en est là, qui sort au printemps prochain. Ah bon? C'est-à-dire, jour par jour, ce que pense Eric Satie, ses dessins, ses mots, etc. Et c'est vrai que là, c'est extraordinaire. Hein. Alors toi, comment tu es arrivé vers Eric Satie? Comme ça. Exactement, comme je Bah. suis arrivé vers les autres. Oui. Comme j'aime pas la musique, parce que ça me casse les pieds, c'est quand même attiré par quelqu'un qui avait parlé de musique d'ameublement. Et puis aussi, j'ai trouvé qu'il y avait, aussi bien d'ailleurs dans le comportement du personnage que dans sa musique, qu'il y avait une attitude qui me plaisait, qu'il y avait un humour, qu'il y avait une ironie qui correspondait assez bien à à ce que je suis. Donc, je ne l'ai pas rencontré parce qu'il était mort, mais ma rencontre avec Eric Satie, c'est aussi quelque chose qui, à mes yeux, coule de source. Puis voilà, comment j'ai rencontré Raoul Haussmann, parce qu'on lui a téléphoné. C'est pas plus difficile que ça. On était à Rochechouart, je savais qu'il habitait à Limoges. Thurid et moi, on a dit tiens, on irait bien voir Raoul Haussmann. On lui a téléphoné, on lui a dit bonjour, on aimerait bien venir vous dire bonjour. Il a dit ben venez. Voilà. Pas plus difficile que ça. Oui, mais pour moi, c'est quand même quelque chose de magnifique. Tu es le seul à avoir fait une exposition de Raoul Haussmann qui tienne la route. Et le livre. Là, je l'ai fait Voilà. parce que tous les deux, Voilà. 10 ans après sa Oui, mort, oui. Thurid et moi, on était agacés que personne ne fasse rien. Il y avait eu un petit truc, je crois, à Beaubourg. Il y avait eu 200 vivants au Moderna Museet à Stockholm, une exposition Raoul Haussmann. Et on a attendu, bon, pendant son vivant, mais après sa mort, on a attendu. On se dit, eh bien, ça y est, ils vont la faire quand même. Cette exposition, pas forcément une rétrospective, mais qu'on montre un peu l'étendue des recherches, des expérimentations de Raoul Haussmann. Et puis, ben non, ils n'ont pas voulu. Or, à ce moment-là, on avait un ami en Suède qui dirigeait la constale de Malmö. On lui a dit, tiens, tu veux pas faire une exposition Raoul Haussmann? Il a dit oui. Donc, on est allé voir Mars, Prévost, et puis on a fait une exposition Raoul Haussmann. On a fait une publication, j'ai écrit un texte. Ensuite, cette exposition, elle a été reprise en Allemagne. Oui, en Allemagne, absolument. Ou dans, en Allemagne. À 9h. Oui, à 9h, oui. À 9h. Oui. Après, elle est partie à Vienne, en Autriche. Après, elle est partie à Gênes. À Gênes, oui. En Italie. Oui. Et comme elle revenait, j'ai été la présenter à Beaubourg en disant voilà, elle ne coûte rien, elle est faite, il y a une publication. La publication, elle est bilingue, en suédois et en français, donc il n'y a même pas un catalogue à faire. On m'a répondu qu'il fallait que je m'occupe de ce qui me regarde. Bon, très bien, c'est un point de vue. Oui, et moi, j'estime que si un artiste s'occupe d'un autre artiste, il s'occupe de ce qu'il regarde. D'ailleurs, je crois que mon texte de présentation dans la publication, c'était un artiste s'en présente un autre. Exactement, exactement. Bon, alors, un conservateur
te répond, c'est pas ton métier, tu n'es pas historien d'art, tu n'es pas conservateur, occupe-toi de ce qui se regarde. Bon, Voilà, très bien. voilà. Alors, Paul Armangette, c'est aussi l'œuvre, bien sûr, visible, mais c'est aussi l'œuvre écrite. L'œuvre écrite. Pour moi, tu es aussi un poète, un écrivain. Oui, mais pourquoi pas moi, Non, mais tu en es un, vu que tu as fait plus de 100 publications, et ça, c'est passionnant. Plus de 300. À plus de 300 publications, et ça, c'est passionnant, parce que là, tu m'avais apporté cela aussi, ta rigueur intransigeante concernant la publication la plus banale possible. Tu te souviens, tu m'en as discuté de ça. Oui, Et ça, je trouve ça formidable. Besoin de... Voilà. Moi, j'ai pas besoin de gens, j'ai pas besoin de maquettistes. Si, il y en a un que j'aime beaucoup, c'est Bernard Besset, parce que c'est un type qui respecte l'œuvre qu'il a à mettre en page. Mais les autres, ils essayent de toutes sortes de grimaces, de façon à faire un truc chicos, etc. Mais moi, mon goût pour la publication, il me vient de ce goût que j'avais pour les sciences. Parce que dans le domaine des sciences, tu peux faire toutes les découvertes que tu veux, elles n'existent pas si elles ne sont pas publiées. Donc, j'ai gardé le même principe. Moi, je considère que dans le domaine des arts, je fais des recherches. L'inspiration, j'y crois pas. C'est une connerie, c'est un truc de feignasse. Tu te lèves le matin, elle est là l'inspiration, ben, je vais me recoucher, tiens. Donc, mais par contre, la publication, c'est important. Donc, tout ce que j'ai fait dans le domaine des arts, j'ai tenu à ce que ce soit publié, parce qu'à ce moment-là, ça se mettait à exister. Quand j'enseignais à l'université, je disais à mes élèves, il vaut mieux faire une publication sans exposition qu'une exposition sans publication. Alors il y en a qui rigolaient, qui disaient, oh, exposer, non, non. Maintenant que j'en revois certains qui me disent, ah oui, c'est pas mal, hein. C'est vrai, parce que 20 ans après, tout le monde a oublié une exposition. La publication, elle a une vie, elle a une autonomie, elle se balade comme elle veut, elle existe. Et puis elle existe aussi sous la forme que tu as voulu qu'elle ait. Et toi, tu as choisi Oui, la pauvreté. Moi, La pauvreté. J'ai choisi Hein? une forme Ouais. qui est très simple, Ouais. qui est sans fioriture. Généralement, ça se balade, c'est ou du Bodoni, ou du Garamond, ou du Time, et c'est pas de grimaces. Si je veux faire des grimaces, je fais un livre d'artiste. Voilà. Là, je peux faire toutes les grimaces que je veux. Alors justement, parce que là, maintenant, on considère toutes les publications comme une catégorie de livre d'artiste, mais extrêmement spéciale, c'est-à-dire extrêmement banale, extrêmement pauvre. Oui. Comme un pied de nez, on peut dire aux fioritures Oui. des livres d'artistes, qui sont finalement un sous-produit de livres bibliophiliques. Grand Oh, mais papier. j'en fais des livres Oui, d'artistes. je sais que tu en as fait, je sais que tu en as fait. J'en fais. Oui, mais là, tes publications, là, dites dans le style scientifique, est-ce que toi, tu les considères comme des livres d'artistes? Bien sûr, parce que tu es un artiste. Hein? Oui, oui. naturellement, à partir Oui, voilà. du moment Hein? où un artiste fait des livres, Oui. s'il se réclame d'une Voilà. artisterie quelconque, ce sont des livres d'artistes. Que ce soit une feuille comme celle-ci, par exemple, qui est distribuée dans le cadre d'une exposition. Alors on dit, ah ben ça c'est pas un livre, non, c'est pas un livre, c'est une page. Alors, on dit, ah, c'est un flyer, oui, d'accord, si on veut. Ben, c'est un texte de moi qui est distribué, qui est mis à la disposition du public gratuitement. Seulement, j'en contrôle tout. La mise en page. Après, si je le lâche dans la nature, très bien, les gens font ce qu'ils veulent avec. Ils peuvent le prendre, ils le jettent, je m'en fous d'ailleurs. Mais c'est moi qui ai choisi la manière dont il allait être présenté, la manière dont il allait être imprimé, etc. C'est pour ça que je n'aime pas qu'on me filme, qu'on fasse des montages après ou des trucs comme ça.
parce qu'on n'a pas besoin, on n'a pas besoin de ma tête. Bah oui, c'est évident, c'est évident. Hein? Ouais, c'est évident. Oui, Bon. alors là, Bon, l'autre face du livre, c'est qu'il y a aussi les lectures de Paul-Armangette. Les lectures, bon, on a le livre, on a la plaquette, mais on a aussi la lecture. Ça, c'est une autre face de Paul-Armangette. Mais la lecture, elle vient aussi du domaine des sciences. Chaque fois que quelqu'un, dans un domaine scientifique quelconque, fait une découverte, aussi minime soit-elle, il lit, il fait une communication devant une société scientifique. Et ensuite, c'est publié. Bon. Ma première publication, moi, j'avais trouvé un coléoptère qui vit sur les potamogétones qui poussaient sur la rive de la Saône au nord de Lyon. J'avais trouvé un coléoptère qui n'avait pas été signalé du département du Rhône. Alors, j'ai fait une communication dans le bulletin de la Société linnéenne de Lyon en disant, ben voilà, c'est ça les communications scientifiques. C'est pas forcément des choses, c'est pas la théorie de la relativité dont tout le monde se fout. C'est une accumulation de choses qui peuvent paraître insignifiantes, mais dont la collection devient d'une importance considérable. Et aussi, ce que j'ai hérité du domaine scientifique, c'est quand je participais à des excursions, puisque toutes ces sociétés qui s'occupent des sciences de la nature, elles font des excursions comme ça. Alors on va dans un endroit, alors il y a un botaniste, il y a un géologue, il y a un paléontologue, il y a un entomologiste spécialiste des papillons, un des coléoptères. Et ce qui me frappait beaucoup, c'est que chacun, quand on était arrivé quelque part, chacun donnait du lieu où on était sa lecture. Donc c'était la pluridimensionnalité des points de vue. C'est ce qu'on retrouve dans ce que je fais. Moi, j'ai rien inventé du tout. J'ai aimé beaucoup certaines choses et je les ai déplacées d'un milieu dans un autre. C'est tout. Alors, quand je me suis occupé de galets, alors les galets, c'est un objet que tout le monde, à un moment donné dans sa vie, ramasse des galets. On ne peut pas aller dans un appartement en fouillant un peu, les gens vous en sortent un d'un tiroir, et machin comme ça. Et j'ai appliqué la méthode des scientifiques. Je me suis dit, mais bon sang, alors on peut les dessiner, on peut les photographier, on peut peindre dessus, mais je trouve que ce que les sédimentologues ont inventé, je le dis en plaisantant, mais c'est dommage que Hegel n'ait pas eu connaissance de ça. C'était peut-être pas encore inventé du temps de Hegel. Mais ils ont été confrontés à un problème. C'est-à-dire qu'ils étudient des objets qui sont lourds et dont ils veulent avoir beaucoup. Donc ils vont inventer, alors ils vont inventer non seulement un langage, mais ils vont inventer des moyens pour ne pas être encombrés par des tonnes et des tonnes de caillasses. Alors le langage, alors parlons-en. Moi, quand j'ai plongé pour la première fois dans les livres de sédimentologie, j'en revenais pas. Quand il y a des galets quelque part, une plage de galets, ils appellent ça une population de galets. Donc à Nice, dans la baie des Anges, il y a une population de galets. Bon. Après, ils se demandent comment on va les représenter. Alors ils inventent un truc, mais extraordinaire. Ils auraient pu les dessiner. Non, c'est compliqué. Ils les mesurent. Ils mesurent la longueur, la largeur et l'épaisseur, et ils combinent ces mesures 2 à 2 de façon à obtenir des indices. Et les indices leur permettent de positionner le galet, ou tout au moins ce qui en reste en quelque sorte, dans l'espace d'un diagramme. Et ça devient un point.
Et ce point est représentatif absolument du Galais. Et alors là, il se paye encore un petit délire. Donc, ils disent que l'ensemble... Alors, ils prennent un échantillonnage de Galais, ils en prennent pas 30, 40, 50. Quand ils les ont mesurés, reportés dans le diagramme, alors ils disent que ça forme un nuage morphométrique. Alors moi, je trouve ça quand même pas mal. Une population de Galais qui, passant par un diagramme, devient un nuage. Alors on va dire qu'ils ne sont pas poètes, ces gens-là. Ah oui, absolument. Mais il n'y a pas un artiste qui a trouvé ça. Absolument, absolument. Et pas un. Absolument. Oui, alors justement, là, je ricoche parce que tu avais fait un petit texte qui, pour moi, est vraiment fondamental autour de ces questions-là. C'était de l'exotisme de la banalité. Non, c'est l'exotisme en tant que banalité. En tant que banalité, oui, en tant que banalité. Oui, qui a été traduit en allemand quand ils m'ont invité à aller à Berlin en exotique als Banalität. Voilà. Et la secrétaire de la galerie où je devais exposer, alors elle n'était pas contente parce qu'un jour elle nous a dit mais qu'est-ce que vous trouvez de banal à l'érotisme? Alors on lui a dit non, on n'a pas parlé d'érotisme, on a parlé d'exotisme. Mais dans le fond c'est la même chose, l'exotisme et l'érotisme. Oui, oui, c'est la même chose. Mais l'exotisme en tant que banalité, c'est simplement c'est un regard, c'est-à-dire que on se balade dans les rues, tu vas à rue du Grenier Saint-Lazare, ici, les arbres qui sont plantés, c'est des Sophora japonica, tout le monde s'en fout, personne ne le sait. C'est un arbre importé du Japon. Bon. Si tu l'avais présenté dans une serre en disant « Ah, voilà », on aurait dit « Oh, tu le plantes dans la ville ». Il est exotique. Bien sûr. Mais banal. Banal. C'est l'exotisme en tant que banalité. Oui, mais ça va, je pense que ça va beaucoup plus loin, parce qu'une fois, nous avions parlé de cela, et tu m'avais dit, moi, tu vois, et ça, c'est vraiment l'amateur des sciences naturelles. Moi, je vis comme ça aussi. Toutes les herbes, quelles qu'elles soient, sont intéressantes. Bah oui, voilà. naturellement. Voilà. Et là, on bascule de l'autre côté, parce que dans l'art, oh, le beau, qu'est-ce que c'est beau. Non, là, n'importe quelle herbe est belle. Mais c'est tout beau. Voilà. Et tous les oiseaux, toutes les plantes, tous les animaux. Et ça, les savants, c'est formidable, parce qu'ils t'apportent ça. Ils t'apprennent à regarder, tout simplement. Sûrement. Hein oui, ils sont bien obligés. Oui, ils sont bien obligés, de toute façon. Hein. Et tu sais, depuis quelques années, j'ai entrepris, sans me fouler d'ailleurs, je fais le relevé des plantes qui poussent dans la rue de Montmorency. Formidable, ça. Alors, chaque fois que j'envoie une nouvelle... Ah, c'est le jardin des plantes? Mais non. C'est le jardin des plantes de Montmorency, oui, on peut dire. Elle pousse toute seule. Oui, elle pousse toute seule. La galerie qui est en bas, là. Oui, Jean. Non, pas Jean, celle qui est dans la rue. Ah, l'autre côté, oui. L'autre jour, on a regardé avec Turid, il y avait 2 Euphorbia P+, qui poussaient là au bord, où tous les chiens pissent dessus. Et on est allé les photographier. Bon, il y a même une plante, en bas de chez nous, là, au 16, là, il y avait une des plantes que j'aime beaucoup, qui est la Gallinsoga parviflora, qui est une plante qui vient d'Amérique du Sud, mais qui envahit l'Europe depuis la guerre de 14-18. Parce qu'on avait importé du fourrage d'Amérique du Sud pour nourrir les cannassons, et naturellement, il y a eu des trucs, et maintenant, cette plante, elle a envahi tout, et on la retrouve jusqu'en Norvège. Moi, je l'ai photographiée de partout, et même quand j'étais à Berlin, je l'avais photographiée le long du mur de l'université Humboldt, qui était le savant spécialiste de l'Amérique du Sud. C'était... Bon, ben ça y est, on en a assez dit. Oui, 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 non, là c'est formidable, parce que c'est exactement ça la question. Les gens, moi je le vois, les gens ne saisissent pas cette question-là. Ils veulent de l'extraordinaire. Oui, ils veulent de l'extraordinaire, mais l'extraordinaire, il est à leurs pieds. Voilà, et du blabla sur l'extraordinaire en plus. Hein? Non, mais là, tu as posé, c'est la question. Moi, non, on a parlé beaucoup du langage. Oui. Moi, je voudrais dire quand même un mot, c'est qu'il y a une chose qui m'intéresse beaucoup dans le domaine des arts, que j'ai découvert d'ailleurs quand j'ai basculé dans le domaine des arts, c'est la notion de modèle. Et le modèle, il me passionnait parce que j'étais aussi très intéressé par Lewis Carroll, par Alice, et
etc. Et donc Alice a été mon modèle virtuel pendant longtemps, jusqu'aux années 70, où j'ai décidé de la remplacer par de vrais modèles. Mais je ne voulais pas des modèles professionnels, je voulais des modèles qui avaient envie d'être modèles. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai demandé aux filles des amis qui étaient autour de moi, et mon premier modèle a été une des filles de Bernard Hitzig. Et à partir de ce moment-là, j'ai développé ce que j'ai appelé la liberté du modèle, c'est-à-dire le modèle fait ce qu'il veut, et voilà. Oui, et là, voilà. En fait, tu renverses dans l'histoire de l'art, le sûr. Modèle fait ce qu'il veut, alors que le modèle traditionnel, académique, ne fait pas ce qu'il veut. Non, il fait ce que l'artiste veut. Voilà. Oui, parce que même Matisse, qui essayait de faire le malin de temps en temps, et qui disait des conneries qui étaient au moins aussi longues que sa barbe, quand il parlait du modèle, il disait « Oh, mais moi, les modèles, ils sont en liberté ». Et il a quand même écrit, c'est bien ce qui montre, là où il monte le bout de l'oreille, il dit « Je les observe pour leur dire quelle est la position qui leur convient le mieux ». Alors c'est un peu gros, ça, faut pas se foutre de la gueule du monde. Pour moi, tu es un voyageur. Je pense à ce livre magnifique que j'ai découvert grâce à toi et à Turin, d'ailleurs, qui s'appelle « Voyage en Laponie ». C'est Turin et moi qui avons mis en français le voyage en Laponie. Pour la première fois. Oui, parce qu'il était traduit en allemand et bien traduit. Oui. Il était traduit en anglais d'une manière dégueulasse. Ils n'avaient rien compris. Et il n'existait pas en français. Donc, Turin a bien voulu m'aider ô combien pour que l'on fasse une mise en français, mais pas une traduction. Lorsqu'il nous a valu un refus de subvention de la Commission des Arts et Lettres, parce qu'ils ont trouvé que le grand reproche qu'ils nous ont fait, c'est qu'il y avait un endroit où Linné parlait d'une porte douanière. Et donc nous, on a respecté porte douanière. Et ils nous ont dit, une porte douanière en français, ça s'appelle un octroi. Et le livre maintenant est republié ou pas? Oui, il a été republié en livre de poche. Oui. Alors je vais finir là-dessus parce que, en fait, ton parcours, ce sont des voyages. Ce sont des voyages. Et à travers les plantes, à travers les modèles, oui, à travers les conférences, le voyage chez Raoul Haussmann, le voyage chez Honoré Durfey, ce sont des voyages. Pour moi, c'est ça. C'est comme dans un conte. C'est comme dans un conte. Moi, je trouve que l'œuvre de Paul Armand, c'est comme une série de contes. Oui, mais tu sais, mon voyage en Colombie, ça a été ça, mon voyage au Brésil, mon voyage au Japon. Voilà. Comme ton voyage dans la rue, ici, auprès des plantes, les plantes banales, absolument. Voilà. Bon, voilà, c'est bon, c'est parfait. C'est parfait. Ça suffit. Non, mais c'est parfait, là, c'est parfait. Si vous voulez vidéographier ça, je voudrais bien, parce que moi j'adore ça. Ah oui, c'est formidable ça. Ah oui. Alors là, c'est un moment psychédélique. Total. Et ça, c'est une chose, c'est un objet extraordinaire, parce que c'est un nymphéa pour prendre son bain. C'est-à-dire que si une demoiselle a envie de se sentir naïade, alors elle peut utiliser cet objet, parce que si on l'allume et si on le pose sur la surface de l'eau, il flotte. Et il a une variation de... Ah ben, il change de couleur, comme ça. Ah oui, ça c'est extraordinaire, ça. Puis vous en avez d'autres là-bas, des nymphéas, parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. D'accord.